Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 28 septembre 2023. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, M. Nikolai Patrouchev, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Chokri, du chef du service des renseignements, ainsi que de la conseillère du président de la République pour les affaires de sécurité nationale et de plusieurs hauts responsables russes. Pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Ahmed et Ayachal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolai Patrouchev, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Chokri, du chef du service de renseignement, ainsi que de la conseillère du président de la République pour les affaires de sécurité nationale et d'un certain nombre de hauts responsables russes. M. Patrouchev a transmis les salutations et l'appréciation du président russe Vladimir Poutine au président el-Sisi, soulignant l'importance que la Russie attache à la consolidation des relations bilatérales avec l'Égypte dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique et de coopération entre les deux pays. Le président el-Sisi a de son côté transmis ses sincères salutations au président Poutine, saluant le processus de coopération bilatérale entre les deux pays, l'augmentation des échanges commerciaux, les projets de développement conjoints en cours, notamment la création de la centrale nucléaire de Dobra et la zone industrielle russe dans l'axe du canal de Suez. M. Patrouchev a informé le président el-Sisi des derniers développements de la crise russo-ukrainienne et des mouvements russes à cet égard au niveau international. Le président el-Sisi a souligné la position de l'Égypte sur l'importance de donner la priorité aux solutions diplomatiques à la crise et de soutenir tous les efforts visant à un règlement politique rapide afin de préserver la paix et la sécurité internationale, mettant fin aux répercussions économiques négatives qui ont causé un grand préjudice aux pays à économie émergente, surtout en ce qui concerne la sécurité alimentaire mondiale, qui est exposée à de grands dangers. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Salah. Alors, premièrement, cette réunion du président de la République avec le représentant avec le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, M. Nikolai Patrouchev. Comment voyez-vous cette réunion et son effet sur les relations égypto-russes? D'ailleurs, les relations égypto-russes sont des relations, comme vous l'avez dit dans votre rapport, stratégiques, anciennes. Ça date depuis plus de presque 70 ans maintenant. Et ça continue. Et comme vous avez dit, la Russie est en Égypte comme un partenaire stratégique. Non seulement un fournisseur de beaucoup de matières premières, beaucoup de produits alimentaires, etc. Mais en plus, comme vous avez encore dit, ils sont nos partenaires dans la station nucléaire de Dab'a. Ils ont à la zone économique du canal de Suez une présence assez importante et assez active. Donc nous sommes simplement une réunion pour consolider les relations, pour confirmer que nous sommes en très bons termes avec la Russie. Oui. Également, les relations entre l'Égypte et la Russie transcendent quand même pour d'autres dimensions internationales, telles que par exemple l'adhération de l'Égypte à l'organisation des BRICS qui commencera son effectivité à partir du 1er janvier 2024. Absolument. Ça va encore une fois renforcer les relations avec la Russie comme un membre très important dans le BRICS et certainement les autres pays. Mais en principe, avec la Russie, c'est important de conserver des relations très étroites et très, disons, base d'intérêts communs. Et je veux souligner que la position de l'Égypte envers le conflit entre la Russie et l'Ukraine est claire. Une solution amicable, une solution pacifique, c'est le but et ces problèmes doivent être résolus de cette manière, surtout que ça représente un grand, disons,
grande importance pour les chaînes d'approvisionnement, surtout que cette partie du monde, c'est le fournisseur le plus grand de blé et d'autres produits très importants pour la nourriture, non seulement de l'Égypte, mais encore de beaucoup de pays. Parfait, Dr Aougafa, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité hier le peuple égyptien et la nation arabe et islamique à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. De même, Mme Intisar el-Sisi, la première dame d'Égypte, a félicité le peuple égyptien et la nation arabe et islamique à cette occasion, priant Dieu le Tout-Puissant en ce jour béni de protéger l'Égypte et les peuples arabes et islamiques de tout mal. Et le ministère égyptien des Affaires étrangères a exprimé ses sincères condoléances et la solidarité avec l'Irak suite à l'incendie horrible déclenché dans le gouvernorat de Ninive ayant causé la mort de 100 personnes alors que 150 autres ont été blessés. Il s'agit d'un incendie nocturne lors d'un mariage dans une salle de fête. Des dizaines de personnes étaient massées dans la cour de l'établissement, des proches de victimes ou des habitants venant faire don de leur sang. Le porte-parole du ministère de la Santé a confirmé ce bilan, évoquant son intervention dans la salle des fêtes où s'est déroulé le drame. La défense civile a rapporté la présence de panneaux en préfabriqués, hautement inflammables et contrevenant aux normes de sécurité. L'incendie a provoqué la chute de certaines parties du plafond en raison de l'utilisation de matériaux de construction hautement inflammables et peu coûteux, d'après le communiqué de la Défense civile. Dans un communiqué succinct, le Premier ministre Mohamed Shia Soudani a appelé les ministres de la Santé et de l'Intérieur à mobiliser tous les efforts de sauvetage pour venir en aide aux victimes de cette tragédie. De son côté, le ministère de la Santé a annoncé l'envoi de camions d'aide médicale depuis Bagdad et d'autres provinces du pays, assurant que ces équipes à Ninive étaient mobilisées pour soigner les blessés. Et le représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU a appelé mardi à la reprise des négociations sur le Sahara occidental. Intervenant le dernier jour de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York, Omar el-Hilali a affirmé que le Maroc était déterminé à trouver une solution au conflit régional fabriqué afin de contribuer à la promotion de la paix et de la stabilité dans la région et plus largement en Afrique. Je cite, le Maroc continue de soutenir les efforts de l'ONU pour relancer les tables rondes avec le même format et les mêmes participants, notamment l'Algérie, principal parti à ce conflit, conformément à la résolution 2654 du Conseil de sécurité, a-t-il ajouté. Le conflit du Sahara occidental a débuté en 1975 après le retrait de l'occupant colonial espagnol, déclenchant une guerre de 15 ans entre le Front Polisario soutenu par l'Algérie et le Maroc pour le contrôle du territoire. Un accord de cessez-le-feu conclu en 1991 a mis fin au combat, le Maroc contrôlant 80% de cette région désertique riche en ressources et le Front Polisario s'accrochant à l'espoir d'un référendum sur l'indépendance supervisé par l'ONU prévu par accord. Et l'autorité palestinienne doit améliorer les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements. C'est ce qu'ont déclaré les experts des droits de l'homme des Nations Unies. Une déclaration a été publiée lundi par les membres du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture à la suite d'une visite en Palestine du 10 au 21 septembre. La délégation a visité 18 lieux de détention en Cisjordanie, notamment des prisons, des postes de police, des locaux des forces de sécurité, un hôpital psychiatrique et un centre de détention militaire. Elle a pris note des efforts récents du gouvernement, soulignant les modifications positives apportées au code pénal, mais reste préoccupée par la mise en œuvre de mesures de prévention de la torture pendant la détention et par la mise en place d'un mécanisme national de prévention.
Les membres de la délégation ont rencontré des responsables de haut niveau, notamment le Premier ministre et ministre de l'Intérieur, ainsi que la Commission indépendante des droits de l'homme en coordination avec son antenne de Gaza et des organismes travaillant sur la législation relative au mécanisme national de prévention. La Palestine est partie à la Convention contre la torture et à son protocole facultatif depuis 2014 et 2017 respectivement. Les États qui ratifient le protocole donnent au sous-comité pour la prévention de la torture le droit de visiter les lieux de détention et d'enquêter sur le traitement des personnes qui y sont détenues. Le sous-comité pour la prévention de la torture est composé de 25 experts indépendants et impartiaux du monde entier qui veillent au respect du protocole facultatif. La délégation devrait présenter un rapport confidentiel à l'autorité palestinienne dans les prochains mois. Et un officier et un soldat bahreïni ont été tués lors d'une attaque perpétrée par les Houthis à la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen, ravagée par la guerre. C'est ce qu'a déclaré l'armée bahreïnie lundi. Les personnes tuées étaient stationnées à la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen et faisaient partie de la coalition pour restaurer la légitimité au Yémen, précise l'armée. Selon un communiqué, plusieurs soldats ont été blessés lors de l'attaque qui s'est déroulée lundi matin. Je cite, « Cet acte terroriste odieux a été perpétré par les Houthis qui ont utilisé des drones pour attaquer les positions de la force bahreïnie stationnée à la frontière sud de l'Arabie saoudite, malgré la cessation des opérations militaires entre les parties à la guerre au Yémen », c'est ce qu'a indiqué le communiqué. Un avion avec une équipe médicale a été envoyé pour transporter les morts et les blessés à Bahreïn. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Hans Grünberg, a condamné cette attaque. Et l'ONU a vivement dénoncé lundi une attaque meurtrière contre des camions livrant de l'assistance dans le sud du Soudan du Sud ce week-end, qui a entraîné une suspension plutôt de la livraison d'aide dans cette zone. 2 camions ont été attaqués samedi matin alors qu'ils revenaient à Juba après avoir convoyé de l'aide destinée à des familles et des enfants à Yei, dans l'État d'Équatoria central. C'est ce qu'a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, dans un communiqué. Je cite, « Les 2 chauffeurs ont été abattus et les 2 camions ont été brûlés et détruits », c'est ce qu'a indiqué l'agence, condamnant très fermement cette attaque meurtrière. En conséquence, l'UNICEF a suspendu l'approvisionnement en aide dans cette région, a-t-elle indiqué. Les Nations Unies ont prévenu que de telles attaques menaient en danger l'acheminement sûr de l'aide au Soudan du Sud, le pays le plus dangereux au monde pour les humanitaires. Depuis le début de l'année 2023, 24 travailleurs humanitaires y ont été tués selon l'ONU. Et l'armée israélienne a déclaré lundi avoir frappé un poste militaire du Hamas dans la bande de Gaza à l'aide d'un drone après que ses troupes ont été prises pour cible lors d'une manifestation. Cette frappe israélienne survient dans un contexte de violence quasi quotidienne depuis le 13 septembre entre manifestants palestiniens et forces israéliennes de part et d'autre de la barrière de séparation entre Israël et le territoire palestinien de Gaza contrôlé par le Hamas. Des Palestiniens ont manifesté à plusieurs reprises après qu'Israël a fermé le point de passage d'Erez avec la bande de Gaza, décision qu'une ONG israélienne a qualifiée de punition collective car elle affecte plusieurs milliers de Palestiniens qui se rendent en Israël pour travailler. Un drone de l'armée a frappé un poste militaire appartenant au Hamas, c'est ce qu'a annoncé l'armée israélienne dans un communiqué. Le poste était situé près d'une zone d'où des assaillants ont tiré sur des soldats de l'armée israélienne lors d'une violente manifestation, c'est ce qu'a ajouté l'armée, précisant que les soldats ont répondu par des tirs réels en direction d'un assaillant et l'ont touché.
2 manifestants ont été blessés par des balles israéliennes lors des affrontements. C'est ce qu'a indiqué de son côté le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, zone soumise à un blocus israélien. Lundi, des manifestants ont brûlé des pneus et jeté des pierres sur des soldats qui ont répondu par des gaz lacrymogènes. 7 Palestiniens ont été tués et près de 100 autres blessés lors de violences à la frontière depuis le 13 septembre, selon le ministère de la Santé du Hamas. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition de Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.